Au-dessus des champs de maïs de l'Iowa, le vol 232 de United Airlines a de graves ennuis. L'un des 3 réacteurs du DC-10 a explosé. Les pilotes perdent la maîtrise de l'avion. L'espoir d'atterrir sain et sauf réside dans la cabine. Danny Fitch s'y connaît probablement plus que quiconque sur Terre en matière de pilotage de DC-10. De simple passager, je suis devenu membre d'équipage. Mais malgré sa vaste expérience, rien ne l'a préparé à ce qui s'en vient. Quand j'ai constaté ce qui se passait, je me suis immédiatement dit, « Danny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. » Après avoir quitté Denver, au Colorado, le vol 232 de United Airlines a parcouru la moitié de son trajet vers Chicago. Le DC-10 vole à une altitude de 11 200 mètres. Avec le temps clair, il s'agit d'un vol sans encombre pour le commandant et son copilote, 2 anciens pilotes de chasse. L'avion était en bon état. On buvait un café. Il faisait beau. Et il n'y avait aucune raison de s'inquiéter ce jour-là. C'est la journée des enfants chez United Airlines. Leur billet ne coûte qu'un sou. Parmi les 285 passagers, il y a 52 enfants. Thanks for the cookies, Jan. Now, how about some more coffee? Danny Fitch est pilote chez United Airlines. Il est également instructeur de vol pour le DC-10. Le vol se déroulait tout à fait normalement. On avait atteint l'altitude de croisière et le repas avait été servi. Une fois les plateaux desservis, j'ai demandé une tasse de café à l'agente de bord. Heading home for a few days? Yeah, be good to get back. Excuse me. I'll take a refill when you have a second. Thank you. Jerry Schemmel est conseiller juridique pour la Fédération continentale de basketball. Il se rend à Chicago pour le repêchage de joueurs universitaires. Il n'y avait aucune turbulence. Au décollage, on nous avait dit que le vol de 2 heures à destination de Chicago serait très calme. Tout à coup, on a eu l'impression de se retrouver au cœur d'une violente tornade. Le copilote Bill Rickards désactive immédiatement le pilote automatique pour reprendre les commandes manuelles. Il n'y a pas eu la moindre alarme, sonnerie ou voyant lumineux. Juste cette grosse détonation. C'est tout. Quand j'ai entendu ce bruit qui donnait l'impression de déchirer la cabine entière, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'une bombe avait explosé. Je me suis dit, ça y est, on va tous mourir. Je savais qu'on ne survivait pas à l'explosion d'une bombe dans un avion. Danny Fitch est attentif au moindre soubresaut du DC-10. Ma tasse de café s'était renversée. Mes fesses n'étaient plus sur le siège, mais sur la coudoir gauche. Le bruit d'explosion a été suivi de 10 secondes d'intenses vibrations. Les pilotes ont beaucoup de mal à maîtriser l'appareil. Le commandant Haynes tente de comprendre ce qui se passe. Les secousses étaient tellement violentes que je n'arrivais pas à lire les instruments. Le DC-10 est muni de 3 réacteurs. Le deuxième est situé sur la queue de l'avion. C'est lui qui est victime de la défaillance catastrophique. Les passagers gardaient leur sang-froid, mais ils avaient l'air très nerveux. Comme moi, ils se demandaient ce qui allait se passer. On se doutait que ça n'annonçait rien de bon. Le copilote ne parvient pas à redresser l'avion.
Quand un réacteur a un problème, on l'arrête parce qu'on ne connaît pas l'étendue des dommages. Sinon, il risque d'exploser. Okay, that's got it. Mais Denny Fish n'est pas rassuré. Il craint que la panne moteur ne cache autre chose. J'ai regardé par le hublot à la recherche d'indices. Et j'ai remarqué quelque chose d'anormal. L'aile droite de l'avion était inclinée. L'extension du deuxième réacteur n'en était certainement pas responsable. Autrement dit, le réacteur n'avait rien à voir avec ce que j'avais sous les yeux. Bill a dit « Al, je ne maîtrise pas l'avion. » C'est le genre de phrase qui retient l'attention. J'ai vérifié l'état des commandes de vol. Le réacteur endommagé est éteint. Mais l'appareil ne répond pas aux commandes du copilote. L'avion est de plus en plus incliné vers la droite. C'est une sensation extrêmement troublante de manier les commandes à fond d'un côté, alors que l'avion se dirige dans la direction opposée. I've got it, Bill. Si les pilotes n'arrivent pas à redresser l'avion, il se retrouvera bientôt à l'envers. Il tournait le volant à fond à gauche, le plus loin possible. On ne peut pas faire ça. Il y avait un grave problème. L'avion menaçait de se retourner complètement. On ne pouvait pas laisser faire ça. This isn't working. Il est maintenant impossible de diriger l'avion. La situation est critique et l'extinction d'un réacteur ne peut expliquer ce qui se passe. Dudley, check the gauges. What's going on back there? We have no hydraulic fluid left. All systems are down to 0. All 3? That's impossible. Un système hydraulique complexe relie les commandes du manche à balai du pilote aux différentes gouvernes de l'avion, dont les gouvernes de profondeur, les gouvernes de direction et les ailerons. Sans fluide dans les circuits, il devient impossible de manœuvrer ces commandes de vol essentielles. Les circuits hydrauliques sont les éléments vitaux de l'avion. Ils fournissent la force musculaire nécessaire pour faire bouger les commandes de vol. Ce sont eux qui rétractent le train d'atterrissage, qui braquent les volets. La plupart des pièces mobiles de l'avion bougent grâce à l'hydraulique. Sans circuit hydraulique, il n'y a pas de contrôle possible. Aussi bien jeter le manche à balai par le hublot. Même si les manches à balai n'ont aucun effet sur les mouvements de l'avion, les deux pilotes s'en servent instinctivement, comme s'ils fonctionnaient encore. C'est comme la conduite d'une voiture. Quand on dérape sur la glace, on garde les mains sur le volant, même si ça ne donne rien. C'était la même chose. On tenait le manche en espérant qu'il reste un peu de fluide hydraulique quelque part. What's it say in the book? Le DC-10 a 3 circuits hydrauliques distincts. Si l'un des 3 cesse de fonctionner, les 2 autres prennent le relais. Mais cette fois, les 3 systèmes n'ont plus une seule goutte de fluide. There's nothing in here for anything like this. Il y avait une chance sur 1 milliard que ça se produise. On n'avait jamais été formé pour ce genre de situation, parce que théoriquement, ça ne peut pas arriver. La perte des circuits hydrauliques est synonyme de perte de contrôle. L'avion risque de piquer du nez à tout moment. Let's use the engines. Yeah, why not? On a improvisé. On était tous conscients qu'il n'y avait pas de procédure à suivre. Il fallait se servir de ce qui nous restait. Les réacteurs gauche et droit fonctionnent encore. Les pilotes décident d'en tirer profit. I'm going to pull back number 1 about 10%. You go up on number 3, 10%. Nice and slow. En réglant la puissance des 2 réacteurs, ils parviendront peut-être à redresser l'avion et à voler à l'horizontale. Easy does it. Les moteurs tournent à la vitesse de croisière. Le moindre faux pas pourrait s'avérer catastrophique. L'avion se redresse un peu. Okay. That's got it. Cette manœuvre improvisée semble donner les résultats escomptés. Mais sans circuit hydraulique, l'équipage et les passagers sont encore en danger. Alfredo O'Hare. About 400 miles. Parvenir à Chicago avec seulement 2 réacteurs est possible, mais sans commande de vol, les pilotes ignorent s'ils seront capables de se poser sur la piste. How are we going to land this thing?
L'ensemble des dispositifs qui permettent habituellement de diriger l'avion ne peut être actionné. Aucun pilote n'a jamais réussi à poser un DC-10 sur la terre ferme en toute sécurité sans l'usage des circuits hydrauliques. 296 personnes vont bientôt mourir, à moins que les pilotes ne trouvent une solution. The nose is going down. What's going on here? Le vol 232 de United Airlines s'est mis à accélérer vers le sol. Habituellement, en tirant le manche à balai, les gouvernes de profondeur montent et le nez de l'avion se redresse. We have no elevators. Mais sans circuit hydraulique, c'est impossible. Habituellement, on n'a qu'à tirer le manche pour relever le nez de l'avion. Mais les commandes n'en répondaient plus. Okay, let's ease them up, see what happens. Les deux réacteurs avant sont leur seul espoir. Let's try 10%. Watch the gauges. Easy. En augmentant la puissance des réacteurs, les pilotes espèrent créer suffisamment de portance sous les ailes pour relever le nez de l'avion. C'était la chose à faire parce que la puissance génère de la portance. La manœuvre porte fruit. L'avion se redresse. Okay. That's got it. Easy. Easy. We just dropped 1,000 feet. Okay, we gotta land this thing. Find out where the hell we are and get us to the nearest airport. Depuis la panne réacteur, l'avion n'a pas cessé de dévier vers la droite. Le vol 232 ne pourra jamais atteindre Chicago sans les commandes de vol. Les pilotes doivent trouver un endroit sûr pour atterrir au plus vite. This is United 232. We are declaring an emergency and requesting a vector to the nearest airport. What's going on? We've lost hydraulics. We have to make an emergency landing. United 232, you're heading towards Sioux City. Would you like to go there? We'll take Sioux City. Affirmative. Start getting the cabin ready. Okay, now we're climbing. L'avion commence soudainement à monter. Ce faisant, la vitesse diminue et les ailes perdent de la portance. Si l'ascension se poursuit, l'avion décrochera et tombera du ciel. What the hell's going on here? Watch the right side. I got it. Afin d'abaisser le nez, le commandant Haynes doit réduire la puissance des réacteurs tout en se démenant pour maintenir l'avion en vol horizontal. Okay, that's got it. J'ai senti qu'on perdait de l'altitude. Je me demandais ce qui n'allait pas avec cet avion. We're dropping again. Ease it up. Gently. Gently. Okay. 275. L'avion a perdu 450 mètres d'altitude. How far is Sioux City? About 55 miles. Dans 30 minutes, l'avion s'écrasera au sol. Jan, don't worry about this. This airplane will fly fine on 2 engines. Quand j'ai voulu la rassurer, elle m'a répondu « Non, Denny. Je sors du poste de pilotage. Les deux pilotes essaient de maîtriser l'avion. » The captain has told us we've lost all our hydraulics. Super. Ça voulait dire pas de train d'atterrissage, pas de bec, pas de volet, pas de commande de vol. Okay. Tell the captain that you've got a DC-10 training check airman back here. If there's anything I can do to help, I'm happy to do so. United 232, understand you're requesting an emergency landing? Affirmative. We've lost all hydraulic control, requesting a vector to the airport. United 232, radar contact.
turn left heading 255. I don't think turning left is something we want to try. I wouldn't want to risk it. Agreed. Le cap vers Sioux City exige de virer à gauche, mais pour une raison inconnue, l'avion ne veut virer qu'à droite. Le contraindre à faire un virage à gauche pourrait s'avérer désastreux. Okay, we're in a right turn right now. That's about the only way we can go. Quand la tour nous fournit un cap, on essaie de le respecter. Mais on déviait vers la droite sans être capable de manier les manches. Et si on tentait d'effectuer un virage à gauche, on risquait de faire un 360 degrés. United 232 Heavy, roger. Right turn heading 255. Les pilotes doivent exécuter un virage à droite d'une grande précision sans l'usage des ailerons. Ils alternent soigneusement la puissance entre les deux réacteurs pour faire tourner l'avion. Tandis que le virage s'amorce, le nez s'abaisse de nouveau. L'avion accélère vers le sol. On essayait de maintenir l'avion en vol horizontal, mais même si on arrivait à virer à droite, le nez de l'appareil s'abaissait et il menaçait de se retourner à l'envers. Ils parviennent à compléter le virage, mais ils ont encore perdu 300 mètres d'altitude. Et il reste 64 km à parcourir avant Sioux City. I don't think we're gonna make the airport, fellas. L'équipage du vol 232 de United Airlines a enfin une bonne nouvelle. There's a DC-10 instructor on board who's offering assistance. C'était un soulagement de savoir qu'il y avait un instructeur de vol à bord. On espérait qu'il nous donne des conseils. Il nous a offert son aide et on était très heureux de l'accueillir dans le poste de pilotage. Okay, let him come up. Did you come with me? C'est à ce moment-là que de simples passagers, je suis devenu membre de l'équipage. Je me souviens que les muscles de leurs avant-bras étaient tendus et leurs jointures étaient blanches. Les deux pilotes tenaient fermement leur volant de commande de vol, en essayant de piloter l'avion ensemble. Ce n'était pas normal. Un avion peut très bien voler avec un seul pilote aux commandes, et à peine deux doigts. Quand tout se déroule normalement, bien sûr. De toute évidence, ce n'était pas normal. You want to go forward, Al? Now go forward. Let it come back and lead it away. Lost all 3 hydraulic systems. Quand j'ai constaté ce qui se passait, je me suis immédiatement dit, Denny, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Tell me what you want, I'll help you. Take the throttles. Il pouvait s'installer entre Bill et moi pour alterner les poussées des réacteurs, beaucoup plus facilement que nous. Okay. Pull back, pull back. Start it down. Danny Fitch doit ralentir la cadence pour mettre fin à l'ascension de l'avion. Je n'ai pas mis de temps à sentir les réactions de l'avion. No, 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 not yet. Wait a minute till it levels off. Les agents de bord se préparent discrètement pour l'atterrissage d'urgence. Doesn't look good. Comme tout le monde, j'observais attentivement les agents de bord, en espérant deviner ce qu'ils pensaient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils ressentaient. Ils ont passé un bon moment à ranger la cabine. Danny Fitch ne quitte pas le manche à balai des yeux. Il tente de deviner ce que les pilotes attendent de lui. Is this Sioux City down to the right?
That's Sioux City. Leur destination est enfin en vue. En temps normal, les pilotes réduiraient leur vitesse en vue de leur approche vers l'aéroport, mais sans commande de vol, c'est impossible. En raison de la perte des circuits hydrauliques, ils ne pouvaient pas configurer les ailes pour l'atterrissage, ce qui les obligeait à voler beaucoup plus vite pour ne pas perdre leur portance. On ne pouvait absolument pas contrôler notre vitesse. C'était notre plus grande préoccupation. On aurait voulu ralentir, mais on ne pouvait rien y faire. S'ils parviennent à s'aligner avec la piste, ils se poseront à très grande vitesse. Ils ignorent comment réagira l'avion lors de l'impact. On était très inquiets au sujet de l'impact avec le sol, parce qu'on ne pouvait pas relever le nez de l'appareil dans une position d'atterrissage. Ce qui allait se produire en touchant le sol me tracassait, sans compter que je n'étais pas convaincu de réussir à atteindre la piste. Danny Fitch maintient l'avion en vol horizontal et sur l'axe en alternant la puissance des deux réacteurs. Intuitivement, j'ai senti les réactions de l'avion. Et j'ai senti qu'il commençait à voler en harmonie avec moi, en quelque sorte. J'ai senti que l'avion m'envoyait des signaux, qu'il me prévenait de ce qu'il allait faire. I'm Al Haynes. Hi, Al. Danny Fitch. Oh, records here. I'll tell you what. We'll have a beer when this is all done. Well, I don't drink, but I'll sure as hell have one. On risquait de mourir. Chacun de nous et nos passagers. Le vol 232 de United Airlines est à 10 minutes d'un atterrissage quasi impossible. On s'attend à ce qu'il n'y ait aucun survivant. Les secouristes se préparent au pire. Tandis que l'avion s'approche de l'aéroport, le commandant Haynes décide qu'il est temps de révéler aux passagers ce qui les attend. Ladies and gentlemen, this is Captain Al Haynes speaking. As you must be aware by now, we're having some control difficulties with the plane. We're attempting an emergency landing in Sioux City. We'll be landing in approximately 8 minutes. We've got about as much control over the plane as we can get, but I need you to understand this is going to be a crash landing. Please review your emergency procedures. This is going to be worse than anything you've ever been through before, and you need to be ready. We will do everything in our power to get everyone to the ground, but we need your cooperation. Le commandant Haynes voulait être parfaitement honnête avec nous, sans essayer de nous dorer la pilule. Il ne nous a pas caché que la situation était critique. J'étais convaincu qu'on ne s'en sortirait pas. Je me suis dit que mon heure était venue. L'issue de la manœuvre était incertaine. Je crois qu'ils étaient conscients que l'avion serait lourdement endommagé et qu'il y avait de fortes probabilités de graves blessures, ou pire. Okay. Let's start this sucker down. Le vol 232 de United Airlines est à 2700 mètres du sol et à moins de 10 minutes de l'aéroport. L'avion vole encore beaucoup trop rapidement pour atterrir en toute sécurité. Au lieu de voler à une vitesse normale, entre 120 et 140 nœuds, il dépassait largement les 200 nœuds. Il se présentait sur la piste avec énormément de puissance, ce qui demande une distance beaucoup plus grande pour atterrir, sans oublier que leur marge d'erreur devenait extrêmement faible. Anybody got any ideas about putting the gear down? I would. Sortir le train d'atterrissage permettra de ralentir l'avion. Sans circuit hydraulique, les pilotes doivent le sortir manuellement, en espérant que la gravité le verrouillera en place. I hope that does it. Si le train d'atterrissage ne se verrouille pas, l'avion est condamné. All green. Le train d'atterrissage génère suffisamment de résistance pour réduire légèrement la vitesse de l'avion, mais il dépasse encore de 70 nœuds la vitesse recommandée. Okay. Start it down now. Les passagers se préparent tant bien que mal à vivre ce qui risque d'être leur dernier moment.
Je t'aime. Voilà les 3 derniers mots que j'ai écrits à ma femme. Je pensais vraiment que je ne survivrais pas à cet accident. Mais j'ai tout de même fini par me dire, au cas où tu te tromperais, tu devrais te préparer et avoir une stratégie. Pendant les 4 ou 5 dernières minutes, je me suis dit que si j'étais mort ou gravement blessé, je ne pourrais pas aider personne, mais que si je survivais, il ne fallait pas que je me sauve. Ne panique pas, garde ton sang-froid et fais de ton mieux pour aider les autres passagers. L'avion n'est plus qu'à 27 km de l'aéroport. Yeah. Mike. OK. Tous les pilotes s'attachent solidement en prévision de l'atterrissage d'urgence. OK. À quelques kilomètres à peine de l'aéroport, l'équipage doit effectuer un autre virage à droite pour garder le cap. Airport's down there. Got it. I don't see it yet. As soon as it starts down, back we go. On se demandait à quelle vitesse on allait toucher le sol et ce qui allait se passer au moment de l'impact. On savait que le choc serait violent, mais on espérait qu'il ne fasse pas exploser l'avion. Forward, forward, forward. Sans volet, il n'y a que la vitesse qui garde l'avion dans les airs. Les pilotes sont obligés de maintenir les réacteurs à pleine puissance. Won't this be a fun landing? Hold the heading if you can. That's fine. D'une altitude de 11 200 mètres, les pilotes ont réussi à zigzaguer jusqu'à ce que la piste de Sioux City soit en vue. Il leur reste à poser l'avion sur la terre ferme. Il descend vers la piste à 490 mètres par minute. C'est plus rapide qu'une navette spatiale qui revient sur Terre. That's fine. I got the runway. It's off to the right, over there. Over there. Mais les pilotes ne peuvent pas ralentir l'avion. Au contraire, Danny Fitch doit augmenter la vitesse des réacteurs pour garder le nez de l'appareil relevé. Oh, baby. Ease her on down. Tell them we're 2 minutes away from landing. 2 minutes away from landing, 2 minutes. Dans ces circonstances, il faut garder confiance et se dire « Je vais réussir, je vais y arriver. Il n'est pas question que je rate mon coup. Je vais faire de mon mieux et si jamais je meurs, ce sera en ayant essayé jusqu'au bout. » (232), you are cleared to land on any runway. Ah, you want to make it particular and make it a runway, huh? Je savais qu'on allait assez vite et qu'on était suffisamment prêt pour atteindre l'aéroport. Par contre, je ne savais pas si on réussirait à atteindre la piste. L'avion vole encore beaucoup trop vite, mais l'équipage ne peut plus retarder l'atterrissage. C'est maintenant ou jamais. Get on the brakes with me. Yeah. Ils auront une force de freinage et une poussée inverse minimale pour arrêter l'avion au sol, et ils ne pourront pas le diriger. Jamais un pilote d'avion commercial n'a réussi à poser un DC-10 en toute sécurité à une telle vitesse, que ce soit avec ou sans commande de vol. Pull the power back. That's right, pull the left one back. J'entendais des gens pleurer. De temps en temps, j'entendais des gens pousser de petits cris. Je me souviens de m'être dit que je ne pouvais rien faire de plus pour me préparer. Je pouvais seulement attendre de voir ce qui allait se passer. L'avion va se poser dans 30 secondes. Brace, brace, brace. Je ne savais pas ce qui arriverait en touchant le sol. On allait beaucoup trop vite et on n'avait ni volet, ni frein, sans oublier qu'on ne pouvait pas diriger l'avion une fois sur la piste. À la dernière minute, j'espérais cabrer l'avion en augmentant la puissance pour relever le nez, ce qui avait pour effet de créer de la résistance avec le ventre de l'avion. C'était la seule façon de ralentir pour déposer le train d'atterrissage et rouler sur la piste. Les contrôleurs osent à peine regarder le terrible spectacle qui se déroulera sous leurs yeux. À seulement 30 mètres au-dessus de la piste, l'avion pique de nouveau du nez, augmentant ainsi sa vitesse déjà dangereuse.
Le nez s'est abaissé et on a pris de la vitesse. L'aile droite s'est inclinée, c'était désastreux. Il fallait redresser l'avion. Close the throttles. Close them off. Pull them off. I can't pull them off or we'll lose it. That's what's turning you. On a dit tous les deux, d'accord. Il était responsable des manettes et c'était à lui de décider. Okay, okay. Left, brother, left, 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 left. We're turning, we're turning, we're turning. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça a cogné très fort. Je me suis frappé la tête contre la baie radio devant moi. J'ai eu l'impression qu'une main de géant m'écrasait la tête contre la baie. L'impact a été d'une violence inouïe. Même si je savais ce qui s'en venait, je n'étais pas prêt pour le choc. J'ai senti l'avion se retourner à l'envers et on a glissé comme ça pendant ce qui m'a paru une éternité. Je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre et de voir du bleu pendant une fraction de seconde. Ensuite, tout est redevenu noir, brun et vert. Il n'y a pas de mots pour décrire la brutalité du choc. Ça m'a pris quelques secondes avant de réaliser ce qui était arrivé et que j'étais encore en vie. L'avion était à l'envers, j'avais la tête en bas sur mon siège. Je n'avais pas eu le choix de me diriger à l'arrière de l'avion à cause de la fumée. J'ai finalement trouvé une ouverture dans la queue par laquelle je suis sorti. Quand je suis sorti de l'avion, j'ai constaté que j'étais dans un champ de maïs. Ça m'était familier, ça m'a réconforté. À ce moment-là, j'ai senti que j'étais probablement en assez bon état et que je ne mourrais pas. J'ai fait quelques pas et j'ai entendu un bébé pleurer à l'intérieur de l'avion. Je n'ai pas pensé au danger, je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement réagi aux pleurs. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être de retour dans l'épave. It's okay. It's okay. Jerry Schemmel sauve un bébé des décombres. Grâce à lui, la fillette et ses parents sont réunis. Mais tous n'auront pas cette chance. L'avion est en morceaux sur la piste et dans le champ de maïs. Le poste de pilotage et les pilotes semblent avoir disparu. Quand l'avion s'est écrasé et qu'il a percuté le sol dans une gigantesque boule de feu, on ne s'attendait pas à retrouver des survivants. 45 minutes après l'écrasement, on retrouve le poste de pilotage à 180 mètres du reste de l'épave. Les 4 pilotes ont survécu. J'ai perdu connaissance. Heureusement, l'impact m'a assommé. Je ne me souviens absolument pas de l'écrasement. Tout à coup, j'ai entendu quelqu'un dire « Êtes-vous là-dedans tous les 4 ?» Et j'ai entendu plusieurs voix répondre « Oui ». Les débris m'écrasaient. J'avais une douleur cuisante dans le dos et sur le côté. J'avais des côtes cassées, un poumon perforé. Je n'ai jamais perdu connaissance, je me souviens de tout. Le premier soir à l'hôpital, j'ai failli mourir. J'ai subi 9 opérations et ma convalescence a duré 18 mois. 111 passagers et membres d'équipage ont péri, dont 11 enfants. Mais 185 personnes ont survécu au terrible atterrissage en catastrophe. Au début, on était persuadé qu'il n'y aurait pas de survivants. Mais il y en a eu plusieurs. Les dommages constatés sur la partie arrière du fuselage confirment les dires des pilotes. Le 2e réacteur a explosé en vol. Les enquêteurs veulent savoir pourquoi et comment l'explosion a pu endommager l'ensemble du système hydraulique de l'avion. On avait déjà une bonne idée de ce qu'on cherchait. Une panne moteur d'une ampleur catastrophique s'était produite. Et de graves problèmes avaient privé l'avion de ses 3 circuits hydrauliques. L'enquêteur désigné du NTSB, Bob McIntosh, dirige l'équipe dépêchée à Sioux City.
L'enquête s'est rapidement concentrée sur les éclats des pièces et leurs différentes trajectoires, dans l'espoir de déterminer comment elles avaient pu causer autant de dommages à l'avion. Les enquêteurs ne mettent pas de temps à découvrir qu'une pièce essentielle du réacteur a disparu. Le disque de la soufflante est une partie bien visible à l'avant du réacteur. On remarque immédiatement son absence. Le disque de la soufflante est l'une des plus grosses pièces du réacteur. Elle est responsable d'acheminer l'air à l'intérieur. Elle pèse environ 180 kg, avec un diamètre de 80 cm. Elle n'était plus là. Il fallait la retrouver, parce que c'était la force destructrice qui avait provoqué l'écrasement de cet avion. Comme cette pièce maîtresse est impliquée dans l'accident, le NTSB demande la collaboration de métallurgistes. Les pièces rotatives des moteurs des avions à réaction sont conçues pour résister à une forte pression. Il faut donc utiliser un matériau qui en optimise la force tout en minimisant son poids. Le disque de la soufflante à l'avant du réacteur, par exemple, est en alliage de titane. Les moteurs à réaction sont extrêmement fiables. Un bris du disque de la soufflante est rarissime. La défaillance de toute pièce rotative importante, que ce soit à l'avant ou à l'intérieur du réacteur, est toujours grave. Afin d'expliquer cette rare défaillance, les enquêteurs doivent retrouver la pièce manquante. La clé du mystère se trouve fort probablement sur les terres d'une ferme de l'Iowa. Une vaste opération de ratissage est lancée. C'était extrêmement frustrant de ne pas avoir cette pièce, et on savait qu'on aurait du mal à la retrouver. On était déterminés, mais conscients des difficultés qui nous attendaient. Les enquêteurs s'intéressent également au circuit hydraulique de l'avion. Ils se demandent comment un système à triple redondance a pu flancher de la sorte. En principe, quand on perd un moteur, on perd un seul des 3 circuits. On savait que le deuxième réacteur était la cause du problème. Mais il nous restait à comprendre pourquoi les 3 circuits hydrauliques avaient lâché. Chacun des 3 circuits hydrauliques est alimenté par un des 3 réacteurs. Comme un seul réacteur s'est éteint, les 2 autres circuits auraient dû faire leur travail. Les enquêteurs examinent l'épave aux environs du 2e réacteur. Ils commencent à avoir une idée de ce qui s'est passé. Les 3 circuits hydrauliques se rejoignent dans l'empennage horizontal pour actionner la montée et la descente des gouvernes de profondeur. Les 3 circuits hydrauliques convergent à l'arrière de l'avion, sous le réacteur arrière. Le 2e circuit hydraulique a été détruit quand le disque de la soufflante s'est rompu. Les éclats ont endommagé les 2 autres circuits. Toutes les conduites ont été percées ou sectionnées. L'avion a saigné à mort, en quelque sorte. On a réussi à comprendre comment la panne moteur d'un réacteur a rendu les 2 autres inopérants. Maintenant que les enquêteurs savent que le bris du disque de la soufflante a causé les dommages fatals, il est urgent de découvrir l'origine de cette défaillance. Mais pour cela, il leur faut absolument la pièce. Une récompense de 50 000 $ est offerte à quiconque la retrouvera. Trois mois se sont écoulés depuis l'écrasement du vol 232 de United Airlines à Sioux City, en Iowa. Une fermière retrouve la pièce cruciale du casse-tête dans son champ à une centaine de kilomètres de l'aéroport. This was I came across the combine, and the combine met with resistance. I backed up, and I thought, oh, my gosh, this is it. La femme qui a trouvé le disque de la soufflante était notre héroïne. C'était un élément de preuve extrêmement important. Le gigantesque disque est séparé en 2 morceaux. C'était exceptionnel. Il fallait à tout prix découvrir pourquoi ce disque avait éclaté, comme on dit. L'alliage de titane de cette pièce maîtresse est d'une solidité et d'une résistance remarquables. Il ne devrait pas se casser en 2. En regardant le disque brisé, je n'arrivais pas à croire qu'une pièce aussi massive se soit séparée en 2 gros morceaux. Un examen attentif de la pièce endommagée dévoile la cause surprenante de son bris.
La cassure de fatigue sautait aux yeux. Ensuite, l'enquête s'est poursuivie pour déterminer d'où venait la cassure initiale. Les enquêteurs veulent savoir ce qui a affaibli ce solide alliage. Ils trouvent l'origine de la cassure et prélèvent cette section pour l'analyser. Le métal contient des éléments qui ne devraient pas s'y trouver. De l'azote et de l'oxygène sont mélangés au titane. La présence d'azote et d'autres éléments, comme l'oxygène, fragilise le titane. Il craque très facilement. Les enquêteurs concluent qu'une microscopique imperfection du titane utilisé dans la confection du disque de la soufflante est responsable de la cassure qui s'est développée progressivement en 17 ans. Au fil des ans, elle est devenue de plus en plus grosse à chaque démarrage et arrêt du réacteur. Ce n'était qu'une question de temps avant que le disque finisse par céder. Et que la tragédie frappe. Cette pièce devait être inspectée régulièrement, et elle l'était. Mais la cassure était extrêmement difficile à détecter en raison de sa situation. Le NTSB recommande immédiatement qu'une inspection plus rigoureuse de tous les disques de soufflante des réacteurs soit effectuée. Le titane est désormais fondu 3 fois en vase clos pour en retirer les impuretés. Toute trace d'azote ou d'oxygène qui pourrait se trouver dans le titane est aspirée en vase clos et retirée. Le système hydraulique du DC-10 a également été amélioré. Les concepteurs ont ajouté une série de soupapes pour sceller les conduites en cas de rupture. Chaque accident nous apprend quelque chose. Même si l'écrasement de Sioux City remonte à quelques décennies, on en tire encore des leçons. Malgré les pertes de vie, la performance des pilotes est saluée comme un véritable exploit. Les survivants ont été surpris de s'en tirer sains et saufs. C'est grâce à la compétence de l'équipage et à la résistance de l'avion. Quand le 3e circuit hydraulique a cédé, ils étaient en territoire inconnu. Sans liste de vérification, ils ont dû improviser. C'était une situation catastrophique qu'ils ont réussi à redresser en partie. Selon plusieurs, la décision du commandant Haynes d'accepter de l'aide au plus fort de la crise a contribué à sauver 185 vies. Al Haynes a laissé les commandes de son avion à un parfait inconnu. Je crois qu'il savait parfaitement que les manettes des gaz étaient les seules à donner une certaine maîtrise de l'appareil. C'est un acte de bravoure incroyable. C'est tout à son honneur. Les 4 pilotes reçoivent le prix Polaris. Il s'agit de la plus haute distinction de l'aviation civile, soulignant un professionnalisme et un héroïsme exceptionnels. On a posé l'avion sur la piste. C'était tout ce qu'on pouvait espérer. Nous qualifier de héros pour ça, non, je ne suis pas d'accord. On a simplement eu la chance que nos efforts portent fruit. J'étais prêt à sacrifier ma vie. Mais ce n'était pas héroïque. J'étais prêt à sacrifier ma vie parce que c'est ma responsabilité comme commandant de bord. Les passagers me font confiance et je ne veux pas les laisser tomber. Al Haynes et Bill Rickards étaient de retour dans le poste de pilotage moins d'1 an après l'accident. Danny Fitch a eu besoin d'un peu plus de temps. Les médecins ont réussi à me guérir. Mais ils ne pensaient jamais que je me retrouverais à nouveau dans le siège du commandant. Ils étaient convaincus que je ne pourrais plus voler. Ça m'a pris 16 ou 18 mois. C'était le vol 187 à destination d'Honolulu. Dans la cabine, on a entendu « Aujourd'hui, votre commandant de bord est Danny Fitch. Il ne faut jamais laisser tomber. »